Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je vous fais une vidéo sur les chemtrails. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous explique. C'est des avions qui propagent des produits chimiques ou organiques dans l'atmosphère au lieu que ce soit juste des fumées de carburant de kérosène. Voilà. Donc j'ai vu plusieurs vidéos sur le sujet. Là vous voyez celle qui m'a marqué le plus, qui était la plus complète et la plus détaillée. Je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous la regardiez, comme ça vous comprendrez bien qu'est-ce que c'est qu'un chemtrail. Chemtrail, à ne pas confondre avec la condensation d'eau des réacteurs qui peut se produire, mais on peut facilement distinguer l'un de l'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et dans cette vidéo, ça explique bien visuellement comment on distingue la différence entre un chemtrail et de la condensation naturelle faite par les réacteurs, qui n'est pas systématique. Hein. Il faut des conditions particulières pour que ça se produise. Il l'explique et vous voyez, il est marqué Olivier Boucher, directeur de recherche du CNRS. Hein. C'est pas un guignol. Et il va interviewer des pilotes de ligne qui ont la connaissance et l'expérience en vol et qui savent reconnaître la différence entre chemtrail et vapeur d'eau de la condensation des réacteurs. Voilà, c'est des gens qui voient les avions, ils croisent des avions, ils les regardent et les observent, ils ont des années et des années de vol et ils savent faire la différence visuellement. Et cette vidéo, elle explique très très bien comment le distinguer visuellement, nous piétons depuis le sol, comment on peut faire la différence. Et je vous explique pourquoi c'est important, parce qu'en fait, il existe la gendarmerie de l'air en France, qui est basée à Paris. Vous pouvez taper sur Google, trouver leurs coordonnées, les appeler quand vous voyez une anomalie. Un avion qui vole trop bas, en dessous du plafond réglementaire, que ce soit un avion de guerre ou pas, hein, la règle est la même. On n'est pas en guerre, donc ils n'ont pas à voler en dessous du plafond, etc. Si vous des anomalies, des choses pas normales, vous pouvez les appeler. Et entre autres, un avion qui propage des choses dans l'air dans le but de nuire, ça existe. Cette vidéo en atteste. Et moi, j'ai vu une vidéo que j'ai pas là, que j'ai pas en lien, parce que je sais pas si je l'ai gardée en mémoire. Là, c'était carrément une hôtesse de l'air avec son téléphone portable, qui allait séduire les pilotes. Et qui par sa beauté troublante n'a pas attiré suffisamment leur vigilance. Et sur le tableau de bord, il y avait un texte sur l'ordinateur de bord, chemtrail activé. Donc en plus, il y a des avions de ligne qui sont équipés de propulseurs de produits chimiques ou organiques. Enfin, ils projettent quelque chose, en plus des pollutions normales de l'avion. Donc c'est assez grave, parce que c'est pas forcément autorisé. C'est une nuisance, c'est comme une attaque chimique. Hein, on peut par exemple, on peut même la pharma par exemple, des lobbies. Hein, non, le lobby c'est celui qui défend au niveau des politiques, c'est pas le lobby. Mais disons que des intérêts financiers étrangers pourraient propager par exemple des virus dans l'air via des avions équipés. En propageant un mensonge, en faisant croire qu'ils font de la géo-ingénierie, mais en fait l'intention est différente. Et s'ils propagent des virus dans l'air dans le but de faire des profits, dans la pharma par exemple, bon, bah, c'est une attaque chimique, hein. C'est la même chose, hein. C'est comme en temps de guerre, c'est des armes bactériologiques. Hein. Ce serait le secteur privé ou le secteur militaire, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut faire, nous, en tant que particuliers, c'est agir comme témoin et ramener les données visuelles à la gendarmerie de l'air, qui eux ont autorité, peuvent faire des contrôles, aller savoir identifier quel est l'avion. Ensuite, ils peuvent faire une enquête quand l'avion, à un moment donné, il va atterrir quelque part. Donc, on peut toujours faire des contrôles sur l'avion à l'atterrissage, l'immobiliser, interroger les pilotes, etc. Le pilote n'est pas forcément coupable. Hein. Il peut l'être, mais il peut ne pas l'être. Parce que si c'est par exemple, il y a deux manières de le faire, ça peut être, on peut mettre un produit, un additif dans le kérosène, et là le pilote, il sait pas, parce que il voit pas ses réacteurs, donc il voit pas la fumée qu'elle propage, donc ça c'est invisible pour lui, mais
généralement, quand on veut être efficace pour faire du chemtrail, on va pas le mettre dans le kérosène. Parce qu'il passe quand même par une étape de combustion, donc ce serait des brûlés. Ça pourrait même abîmer la durée de vie des réacteurs. Enfin, si on fait trop de pollution... Enfin, c'est pas le meilleur moyen de propager ce qu'on veut, parce que ça passe par une étape de combustion. Donc il y a certains éléments qui vont être dégradés par la combustion. Donc à part peut-être de l'aluminium ou des choses qui ne peuvent pas brûler dans la combustion. Ça peut passer dans le kérosène, mais si on veut propager des virus, par exemple, on va pas le mettre dans le kérosène, parce que les virus, ils vont prendre un coup de chaud. Donc on va plutôt passer par des propulseurs extérieurs. Ça dépend ce qu'on veut propager, en fait. Et si on veut pas laisser de traces, le mieux, c'est des propulseurs extérieurs. C'est juste qu'on verra que l'avion est équipé de systèmes. Et après, il faut savoir qu'est-ce qui a été propagé, quoi. Hein. Et s'il y avait des autorisations, et si c'est une attaque, si c'est une volonté de nuire. Après, quand la gendarmerie a les éléments, après, elle peut faire des enquêtes et puis se défendre par rapport aux lois internationales, etc. Et ils peuvent démontrer que on peut remonter à l'origine du donneur d'ordre. Hein. Et les États-Unis, je vous rappelle que les États-Unis ont interdit les chemtrails, donc les États-Unis peuvent être nos alliés pour remonter aux gens qui font ça. Hein. C'est pas forcément le gouvernement américain qui fait ça, ça peut être des intérêts privés ou des intérêts hostiles, hein, de type satanique. Hein. On sait que maintenant ça existe. Donc en fait, ça permet à la gendarmerie de remonter la filière, de faire son enquête, de même se faire aider par les forces de l'ordre américaines et de remonter aux coupables pour... je vous rappelle qu'actuellement, Bill Gates a un procès dont il risque pas de s'en sortir. Il risque de faire sa retraite en prison. C'est pas encore joué, mais là, il tire la tronche. Donc c'est bon signe. ça veut dire que tous les sales coups qu'il a fait, auxquels il a toujours échappé, il a toujours été au-dessus des lois avec son argent, ce coup-ci, ça va peut-être pas marcher. Et puis ils vont peut-être lui vider ses comptes en banque. L'État qui manque d'argent, il va pouvoir en récupérer. C'est un homme quand même qui possède une fortune supérieure à 350 milliards. Hein. Voilà, en gros. C'est un grand copain de Warren Buffett. Et à eux deux, ils possèdent quasiment toutes les terres agricoles des États-Unis. Donc il va peut-être y avoir un retour à l'équilibre des fortunes. Surtout quand un État est endetté et qu'il manque d'argent. Actuellement, avec Trump, vous pouvez compter sur une chose, c'est s'il y a de l'argent à saisir, grâce à la justice, il va le faire. Il n'y a pas de doute. Il a déjà saisi beaucoup de bitcoins dans des affaires juridiques, beaucoup de choses comme ça. Ceux qui croient que les bitcoins ne sont pas saisissables, ils ont tort. Ils le sont. Surtout quand c'est pour du blanchiment d'argent ou des affaires douteuses. Mais ne croyez pas qu'on peut être voyou sur Terre et puis échapper tout le temps, toute sa vie à la justice. À un moment donné ou à un autre, c'est qu'une affaire d'éléments et de preuves. Hein. Et puis quand les preuves s'accumulent, les forces se renversent. Hein. Voilà, donc en fait, je vous présente ça dans le but de voir qu'est-ce qu'il faut faire, vous, quand vous voyez un chemtrail. Quelle est la bonne action que vous pouvez mener? Donc, parce que je viens de le faire. J'ai pas eu le temps d'appeler la gendarmerie de l'air, mais j'ai rassemblé les données. Donc je vais vous montrer comment on fait, comment moi je fais, et c'est la méthode à suivre, hein, pour donner les éléments à la gendarmerie de l'air. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est d'abord vous regardez cette vidéo pour comprendre, ne pas vous tromper. Voilà. Donc ce qui est typique dans la vidéo, c'est par exemple vous voyez qu'il y a... Vous trouvez que les fumées sont exagérées, qu'elles s'élargissent beaucoup et qu'elles sont persistantes. Elles disparaissent pas. Hein. Souvent, la condensation, vous voyez, ça disparaît assez vite. Hein. La queue n'est pas très longue. Ça vous fait pas 350 km de fumée qui persiste. Alors, dans le ciel, depuis le sol, vous voyez facilement jusqu'à 150 km, voire plus. À peu près. Voilà. Donc ça, il faut que vous ayez conscience de ça. C'est un avion. Et un avion, ça vole à 800 km/h à peu près, de moyenne. 900 maximum, hein, voilà. Avion de ligne, hein, je parle. Biréacteur. Donc en gros, en une demi-heure, il a fait 400 km. Donc 400 km, c'est presque la moitié de la France. Hein, vous voyez? Donc ça va vite. Donc entre le moment... Donc quand vous voyez l'avion, première chose, vous notez l'heure, la date. Ensuite, la direction. Alors la direction, vous n'avez pas forcément... je vous montre. Vous n'avez pas forcément ça sur vous. Vous avez pas, à moins qu'il y ait des applications sur téléphone pour faire boussole.
ce qui serait idéal. Ça doit exister. Mais avec une boussole, éloignée de toute trace de métal, hein, parce que c'est hyper sensible. Alors celle-ci, en plus, elle est ultra sensible. Elle est super belle. Hein. Je peux essayer de vous la montrer un peu plus. Mais c'est une très belle boussole. Attention, si vous utilisez une boussole, hein, vous n'oubliez pas d'orienter le nord vers le nord, hein, et le sud vers le sud. Hein. Alors, et puis pour ceux qui connaissent vraiment rien à nord, sud, est, ouest, hein, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et on regarde le soleil en direction du sud. Hein. Le nord, il n'y a pas de soleil au nord. Hein. Voilà, en gros c'est ça. Donc en fait, faut s'éloigner du métal absolument. Hein. Pas de métal à moins d'1 mètre. Pour pas perturber l'aimant de l'aiguille. Hein, parce que l'aiguille c'est un aimant. Et puis ensuite, avec une règle, vous mesurez l'angle. Moi, dans mon cas, c'était 100 degrés sud-ouest. Donc en gros, le nord est là. Je ne sais pas si on va voir. Le nord est là, 90 degrés. Et nous, c'était un petit peu plus haut. La direction, c'était 100 degrés. Donc vous avez l'est. Donc la direction, c'était est. Et plus précisément, direction 100 degrés sud-est. Voilà. Là, ici, vous avez le sud. Et ici, vous avez l'ouest. Coucher de soleil. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de boussole sur vous, vous voyez le ciel, mais c'est trop imprécis, on va dire. Il faut quelque chose de précis. Il faut à 10 degrés près, il faut être au moins à 10 degrés près. Hein. Essayez même d'être à 5 degrés près. Et bien, vous regardez le nom des rues. Parce que les rues, avec un peu de chance, alors moi j'ai eu de la chance, c'est que l'avion, là, il était parallèle à ma rue. Donc très facile, hein, j'avais la direction, c'était les murs. Donc super facile. Après, si l'avion il passe avec un angle dans la rue, bon, essayez de trouver une rue. Si vous avez une rue à proximité, déplacez-vous. Essayez de trouver la rue parallèle. Comme ça, vous aurez une direction précise. Et sur la carte, vous pourrez zoomer. Et puis, je vais vous montrer après pour la carte, vous allez voir. Donc, vous mettez la direction la plus précise possible, l'heure et la date. Et vous notez aussi si l'avion il était au-dessus de vous, ou s'il était au loin là-bas, ou de l'autre côté. Hein, si vous l'avez vu passer d'un bout à l'autre du ciel, ou alors si vous l'avez vu que quand il était au bout du ciel et qu'il allait disparaître. C'est important. Tout ça, ces détails, il faut les mettre. Parce que ça va vous permettre de vous y retrouver par rapport à la carte après du logiciel. Ensuite, donc voilà. Donc ensuite, on va passer sur le logiciel. Alors, le logiciel, c'est... Alors, vous pouvez utiliser Grok pour vous aider, hein, ou une IA. Bon, évidemment, un certain temps, ça marche un certain temps. Vous avez droit à 7 jours gratuits. Donc, voilà. Vous ne pourrez pas le faire tous les jours. Alors, vous allez sur Flight Radar 24. Voilà. .com. Ici. FLIGHT radar24.com. Voilà. Donc alors vous avez ici en haut à droite, vous avez l'heure. Vous voyez les taux 6h34 UTC. 6h34 UTC. Attention, c'est pas l'heure actuelle. Il y a le décalage des fuseaux horaires. UTC, il faut pour avoir l'heure réelle. Actuellement, là, chez moi, il est 8h34 du matin. Donc ici, ça affiche 2 heures de moins. Important, hein, parce que pour retrouver l'avion sur la carte, il vous faut l'heure exacte. Hein, donc il y a 2 heures de décalage. En 2 heures de décalage, l'avion, il aura fait 1600 km. Ça va vite, hein. Donc il vous faut une heure assez précise. Voilà. Ici, en bas, à droite, enfin en bas au milieu, on va dire, vous avez la fonction playback. Vous cliquez dessus. Playback. Et vous mettez l'heure. Donc là, par exemple, moi, l'avion, il est passé à 6h55 du matin. Aussi, vous regardez la météo. Ciel dégagé. Alors, évidemment, si c'est nuageux, ça va être dur de voir les chemtrails, hein, forcément. Il faut le faire par beau temps, hein, évidemment. Ciel clair. Donc ça, vous notez aussi. Hein, est-ce qu'il y avait des nuages dans le ciel? Est-ce que le ciel était totalement bleu? Voilà. C'est des détails qui vont être utiles pour le gendarme, pour voir votre crédibilité. Donc moi, il est passé à 6h55, donc je mets 4h55.
4h55. Et moi, je l'ai vu, pas au-dessus de moi, mais il était au loin en train de disparaître. Donc, environ 150 km de ma position. Allez, on met... Et on fait Starback. Voilà. Donc, vous voyez les avions qui bougent. Ici, vous faites pause. Vous reposez avec la main, là, ici en bas, à la règle en bas. Ah, vous voyez où je suis? Ici. Là, je repositionne précisément sur 4h55. Et là, je suis pile à l'heure de l'observation. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire où j'habite. Sur Internet, il ne faut pas le faire. Mais, grosso modo, c'est cet avion-là. Et quand je clique dessus, vous voyez, la trajectoire se trace. Alors, cette ligne-là, là, elle est parallèle à ma rue. Ok. Donc, en gros, et puis je regarde si j'ai d'autres avions. Alors, UTC. Voilà. Et ce qui s'est passé vers 7h, je vais avancer un peu, à 7h pétante, cet avion-là, un autre avion a croisé sa trajectoire. Lui. Voilà. Donc ça correspond exactement à ce que j'ai vu. Donc je me replace à l'heure exacte. Voilà. Je reclique sur l'avion en question que j'ai vu. Alors pour savoir, mais comment je fais pour savoir si c'est parallèle vraiment à ma rue, etc. Bah, par exemple, allez, on prend Châtellerault. On va trouver une rue. Hop. Voyez. Alors imaginez que j'étais dans cette rue-là. Par exemple, rue des Norées. Bon, l'avion il est en altitude, donc depuis la rue, vous avez l'impression, quand il est là, vous avez l'impression qu'il est juste au-dessus de vous, hein, à cause de l'altitude. Donc par exemple, la rue des Norées, je vois cet avion qui passe, qui a un comportement suspect. Vous voyez, donc je le vois au loin, il va disparaître, donc là il est... bah, vous connaissez la distance entre les villes, hein, ça vous pouvez le mesurer sur Internet. Donc cet avion-là, ce qui est intéressant, c'est bah, quand vous cliquez dessus, là, en haut à gauche, vous avez en fait son itinéraire qui est prévu. C'est un avion américain. Vous avez la compagnie, United Airlines. Vous avez l'identification, ça c'est l'immatriculation de l'avion. Voilà, c'est ça. Ou alors c'est UAL ou UA, je sais pas. Je suis pas spécialiste. Mais bon, vous faites une copie écran de tout ça. Une fois que vous êtes dans cet état-là, vous avez ici l'heure qui est affichée. Là, vous avez la trajectoire de l'avion. Voilà. Et ben vous faites une copie écran de tout ça. Comme ça, vous avez une preuve de votre observation, une mémoire et tous les détails techniques. Si le gendarme vous pose des... Enfin, le gendarme, il pose pas trop de questions en général. C'est à vous de les donner. Il va falloir le convaincre de faire une enquête et puis il va falloir le convaincre. Mais si il semble que vous donnez une information aberrante, bah vous dites ah oui c'est ça, oui d'accord, l'immatriculation, est-ce que c'est celui-ci ou celui-là par exemple, voilà. Vous discutez avec le gendarme, je l'ai pas encore fait donc je vais voir comment il va réagir. Je les ai déjà appelés une fois, mais c'était pour un avion un avion de guerre qui volait beaucoup trop bas et puis qui mettait en danger des avions d'aérodrome qui décollaient. Et le pilote faisait le con, il se croyait tout permis. Donc je les ai appelés. Et puis je pense que les informations sont remontées. Parce qu'ils font quand il y a des traces radars non autorisées ou suspectes, ils font décoller des avions de chasse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc des pilotes qui font n'importe quoi, ça existe. Donc il ne faut pas hésiter à les signaler. Ils ont un rappel à l'ordre, hein, et puis comme ça les met un peu en ligne. Hein. Ça évitera qu'ils fassent des conneries ou des collisions avec des avions en se prenant pour des gros kékés. Surtout quand on vole à vitesse minimum, à 600 km/h en limite de décrochage, et qu'en plus on est proche d'un aérodrome, et puis qu'on croise des avions à 50 mètres, ça c'est réellement dangereux. Hein. Parce que l'erreur de pilotage, elle est complètement possible. Puisqu'il est sur les limites. Limite de distance, limite de vitesse, enfin, il fait le con, quoi. Il se prend pour un caïd, et puis des caïds, on en a déjà vu qui s'écrasent. Hein. Ils sont pas invulnérables. Alors voilà, donc moi je les ai signalés, et le gendarme, il faut vraiment être assez carré avec eux, hein. C'est des militaires, hein, n'oubliez pas. Vous donnez toutes les informations que je vous ai dit, hein. Heure, date, direction, l'endroit où vous habitez, hein, forcément, parce qu'il y a le lieu d'observation, et puis vous dites, j'ai été sur le site, vous montrez que vous vous intéressez au sujet, que vous avez compris, et que
vous n'êtes pas à côté de vos pompes et puis que vous interprétez correctement les choses et vous décrivez votre observation qui prouve que c'est un chemtrail. Par exemple, dans mon cas à moi, vous aviez une énorme fumée anormalement large, disproportionnée derrière l'avion, qui était persistante et en plus elle était interrompue. À un moment donné, il a arrêté, il a coupé. En fait, il projetait uniquement au-dessus de chez moi, en fait, en gros, sur une distance de 200 km. Mais comme il y avait vachement de vent, de toute façon, ça finira pas chez moi, ça va aller finir un peu plus loin, parce qu'il y avait trop de vent. Mais en fait, il visait chez moi, clairement. Une zone agricole. Une zone très agricole. Donc je suppose que c'est pour... Enfin, on sait qu'actuellement, on a tendance à s'attaquer aux ressources de nourriture des humains. Il y a des... Actuellement, on s'attaque à nos ressources de pétrole, et on s'attaque aussi à nos ressources de nourriture. Voilà, en gros, c'est la qualité comme la quantité, les deux. Moi, j'ai remarqué chez moi des choses étranges, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Des choses étranges sur les fruitiers, qui sont apparus il y a 5 ans, c'est-à-dire j'avais planté des jeunes arbres, pendant 5 ans, une croissance normale des arbres, une augmentation de la production fruitière, et puis tout d'un coup, stop. Ça se passe mal quasiment pour tous les fruitiers, toutes catégories. Et puis, c'est pas une mauvaise année, mais toutes les années derrière qui reviennent jamais à la normale. Donc je me suis dit quelque chose perturbe, qu'il y a quelque chose qui perturbe les arbres. Là, je me suis rendu compte qu'avant, il n'y avait pas de traînée dans le ciel, parce que je suis dans une zone peu habitée. Donc je suis pas spécialement dans une zone très fréquentée par les avions, mais il y en a quand même qui passent, hein, la preuve. Et du coup, en fait, j'ai remarqué que ils devaient balancer des saloperies. Et dans cette vidéo là que je vous ai montré, ils expliquent qu'est-ce qu'ils balancent, parce qu'ils ont fait des analyses au sol. Ils ont trouvé des choses qui sont... l'aluminium, par exemple, n'est pas à l'état naturel sur les surfaces de sol. Hein, ça n'existe pas. Vous avez certains métaux lourds qui n'ont rien à y faire, et même dans les pollutions automobiles, on n'a pas ce genre de métaux lourds. Donc on trouve tout un tas de choses qui, on sait, ont été propagées volontairement. Voilà. Moi, je sais que du temps du pic en 2020, là, où on ne pouvait pas sortir comme on voulait, j'avais été étonné de la vitesse de propagation des symptômes, hein, sur la Terre. Parce que je veux bien croire qu'il y a des avions qui circulent, qu'il y a des gens qui circulent sur Terre, mais à l'époque, les aéroports avaient été bloqués. Donc il n'y avait plus grand monde qui voyageait. Et les vents, naturellement, mettent un temps fou pour passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Hein, c'est un cycle qui prend plus d'1 an. Hein. Quand vous avez de la radioactivité, quand vous avez de Tchernobyl, par exemple, s'il y avait de Tchernobyl aujourd'hui, les retombées radioactives dans le pôle sud, il faudra attendre plusieurs années. Hein. Voilà, on commencerait à avoir des choses au bout d'1 an, mais le temps que les vents brassent, c'est très long. Donc quand on voit une propagation de maladies sur Terre qui est extrêmement rapide, on pourrait penser que c'est pas naturel. On pourrait penser que soit c'est propagé par la nourriture, soit c'est propagé par les airs, mais il y a un phénomène accélérateur, il y a quelque chose, il y a un truc, quoi. Soit par les pic-pic, parce qu'on sait qu'on peut aussi propager par les pic-pic, mais il y a une volonté de propager. Parce que le temps est trop rapide. Normalement, c'est plus lent. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que quand on a bloqué tous les aéroports, normalement, la propagation... Puis ça a été rapide en plus. Hein, l'arrêt des aéroports a été très rapide. Dès qu'ils ont détecté que ça se propageait, ils ont bloqué très rapidement. Donc, on aurait dû voir un effet de ralentissement. Et au contraire, on a vu un effet d'accélération. Et justement, dans la vidéo en question, là, ils ont dit, hein, il y a des pilotes. C'est très intéressant parce que cette vidéo en parle, justement. En 2020, les pilotes, ils ont vu des avions avec transpondeur éteint. Hein. Donc tous les avions que vous voyez là, ils ont le transpondeur allumé en temps réel. Hein. Quand je sors du playback, ici, vous voyez, les avions, ils bougent. Là, par exemple, c'est celui-là, il bouge. Hein. Ça va. Je bouge pas ma souris, vous voyez. Et, il va traverser la main de ma souris, l'avion. Donc c'est du temps réel. Donc si vous allez rapidement sur l'application... c'est plus facile. Plus vite vous allez sur l'application, plus rapidement vous allez trouver. Et le playback, il mémorise que 7 jours. Hein. Attention. Hein. Donc c'est vraiment quand vous envoyez il faut agir rapidement.
Voilà. C'est plus vous êtes rapide, plus vous êtes crédible, plus vous, voilà, vous collectez les données. Et à défaut, si vous n'avez pas d'ordinateur sur vous, parce que faire ça sur un téléphone, c'est un peu limite. Il faut un écran d'ordinateur quand même. Mais vous pouvez vous contenter de donner l'heure, la direction, etc. Si vous êtes suffisamment sûr de votre direction, si vous donnez des choses très précises, genre parallèle à ma rue, ça c'est super précis. Et l'heure, et ben ça c'est suffisant pour un gendarme, parce qu'eux ils ont des logiciels, ils peuvent y aller. Eux. Voilà, faut qu'ils aient envie d'y aller. Mais si vous identifiez quelque chose, lui il va pouvoir recroiser, il va voir s'il va arriver à la même conclusion que vous. Ça c'est intéressant aussi de faire la recherche, comme ça vous avez une confirmation. Voilà. Enfin lui il aura sa confirmation, il dit ah oui il est arrivé à la même conclusion que moi. Le gars il avait compris quoi. Il savait ce qu'il disait, il était crédible. Vous voyez. C'est pour ça que c'est intéressant de faire tout. Parce que vous imaginez pas la quantité de guignols ou de gens insuffisamment non instruits qu'il peut y avoir, et puis qui... Hein, enfin, le meilleur exemple, c'est par exemple l'énergie libre. Quasiment tous les gens qui n'ont pas été à l'école suffisamment longtemps, les vidéos, ils les gobent à mort. Et si vous avez eu suffisamment d'instructions techniques, scientifiques, vous démystifiez rapidement la vidéo, mais c'est un niveau assez élevé d'études. Donc c'est fait de telle manière à vous tromper, quoi. Voilà. Le meilleur exemple, c'est les pertes de mesure. Par exemple, le meilleur exemple, c'est le surnuméraire, par exemple. Vous mesurez une puissance supérieure à l'entrée et à la sortie de 10%, par exemple. Ah bah c'est surnuméraire de 10%, c'est formidable, etc. Bah oui, mais ces 10%, c'est l'ordre de lecture des appareils qui mesurent. Donc il n'y a pas de surnuméraire. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Un exemple dans lequel beaucoup de gens tombent. Donc on va revenir sur le playback. On remet 4 heures. 4 heures, ouais, c'est ça. 4. Bon, faut sélectionner comme ça. 4, 55. Et go. Et on trouve le vilain. Il est là. Et on le pose. Hop. Voilà. Bon, alors à la limite, je reviens 5 minutes en arrière. Hop. Et pourquoi il bouge pas? Oh, il y a un loup là. Attends, il s'est désactivé. Je sais pas ce qu'il ça. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. On recommence. Voilà, playback. « 55. Go. Je le pose. Pof. Je le déplace. Ah bah d'habitude il fait pas ça. Quand vous le déplacez d'habitude vous voyez l'avion qui... Ah bah je sais pas, il bug là. Normalement quand vous déplacez l'avion, là, déplacez la règle, vous voyez l'avion qui bouge en même temps. Bon peut-être qu'il faut le laisser finir faire sa simulation. Ouais c'est bizarre ce qu'il me fait là. 4h55. Ah voyez. Ouais bah l'affichage se fait pas trop bien en temps réel j'ai l'impression. Faut refaire pause. Faut déplacer. Refaire pause. Ah oui, il se repositionne. Dès que vous faites play, pause, il se repositionne. Vous voyez, là je suis au-dessus de Châtellerault là. Là je déplace de 5 minutes. Je déplace de 5 minutes, je fais play, pof, je pose. Donc là vous voyez, là je suis à 55, play, pause, et il se retrouve ici. Il était à Châtellerault, 5 minutes après il était là. Voilà. C'est le UL 884. Donc lui là, eh ben, il est équipé de... Pour moi, c'est pas dans les réacteurs. Pour moi, lui, il avait des propulseurs. Parce que la différence, quand il y a des propulseurs chemtrail, ça fume beaucoup plus. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et là, c'est clair, cet avion, il est clairement équipé. Donc si on va l'arrêter au sol, eh ben, il est équipé des propulseurs. Et comme la loi interdit les chemtrails, si cet avion-là, il est équipé de chemtrail... et que en plus il provient de Washington, ça veut dire que la loi américaine peut le sanctionner. Sur le territoire américain, les chemtrails sont interdits, et s'il est équipé de chemtrails, ça veut dire qu'il peut propager sur les États-Unis. Donc on doit pouvoir faire quelque chose au niveau de la loi américaine là-dessus. Là. On doit pouvoir le planter avec la loi américaine. Et après, la loi française, je ne sais pas comment elle se bagarre là contre ça, mais il faut commencer par nous plaindre. Exiger que les avions ne propagent pas des choses sur notre territoire, pour commencer. C'est la première démarche. Si on veut que ça remonte plus haut, si beaucoup de gens signalent des anomalies,
en nombre à la gendarmerie avec le discours crédible que je viens de vous dire, hein, parce que si vous appelez pour saturer un service de qualité, pour le bousiller en envoyant de la guignolade, ça va pas le faire. Hein. Sans compter que si vous les emmerdez, vous pouvez avoir des problèmes après. Hein. Faut pas non plus abuser. Et donc, être le plus crédible possible, faire le travail et leur donner les informations. Et vous dites, je considère que voilà, ils portent nuisance à notre territoire en propageant des produits. Vous pouvez considérer que c'est une attaque chimique. Hein, voilà. Une attaque chimique ou organique. Organique, ça peut être les virus, les parasites. Chimique, ça peut être les métaux lourds. C'est souvent de l'aluminium, hein, souvent. Ce qui crée plein de problèmes. Hein. Ça crée des problèmes sur l'agriculture, ça crée des problèmes... Il y a des plantes qui n'aiment pas l'aluminium. Hein. Derrière ça, il y a justement sur le procès avec Bill Gates, il y a une histoire d'aluminium aussi. Hein. Parce qu'en fait, ils vendent des OGM qui résistent à l'aluminium, si j'ai bien compris. Et donc, ça pourrait être l'intérêt de propager un intérêt privé qui serait de type OGM. Il faut savoir, c'est un peu une catastrophe cette histoire d'OGM. Là. Moi, je vous répète ce qui a été dit dans les vidéos. Hein, je ne considère pas être la vérité. Donc, il faut interpréter vous-même. Mais en fait, ce qui est expliqué, c'est que pourquoi on a créé des OGM? Parce que le but, c'était de faire moins de pesticides. C'était l'intérêt scientifique. Mais on a découvert plus tard que le fait d'avoir intégré le pesticide dans la génétique de la plante, ça crée une plus grande absorption du pesticide par nous. Et donc les effets étaient, en absorbant moins de pesticides finalement dans la nourriture, on avait un effet même décuplé, inverse à l'objectif initial. Parce qu'en fait, comme il était intégré à l'intérieur même de la génétique de la plante, il était beaucoup plus absorbable par le corps humain. Donc des dégâts plus importants avec des quantités plus faibles. Voilà. C'est en fait tout ce qui est transgénétique, là, comme ça, là, en fait, c'est un échec scientifique. Vous imaginez, ils ont investi des milliards et des milliards, et puis après, c'est le problème de renoncer, et puis d'accepter son échec, et puis d'accepter sa perte. Voilà. En fait, on est face à ça. On est face à un problème d'argent, en fait. Pourquoi est-ce que les plantes modifiées génétiquement sont toujours commercialisées? Parce qu'il y a un refus de la perte financière et de l'échec. Vu tout l'argent qui a été investi, il y avait un espoir scientifique. Et maintenant, quand il s'agit d'un problème d'argent, c'est toujours un problème pour stopper le phénomène, quoi. Donc il y a des scientifiques qui se battent pour faire arrêter ça, des médecins, des chercheurs, etc. Mais ils sont face à la puissance. C'est toujours, comme je reviens toujours au problème de l'argent, hein, un système social très déficient au niveau de la Terre pour la gestion des affaires. Hein. La gestion des affaires par l'argent, là vous en avez un exemple parfait de l'inconvénient. C'est que quand il y a un échec scientifique où il y a eu beaucoup d'argent investi, il y a un refus de ces gens de l'échec et ils vont chercher par tous les moyens pour faire un profit et continuer et cacher la vérité. Voilà, en gros c'est ça. Alors après, il faut que les scientifiques se mettent tous d'accord sur le fait que les plantes génétiquement modifiées sont plus dangereuses que de propager des produits dans les champs. C'est un peu compliqué. C'est pas un sujet un peu compliqué parce que forcément, quand il y en a moins, vous polluez moins les nappes phréatiques, hein, forcément. Par contre, à l'inverse, l'absorption est plus importante, donc les dégâts directs sont plus importants. Donc une espèce de compromis difficile à gérer. Donc moi j'ai un peu envie de dire que la solution c'est pas du tout de pesticides et de passer tout en bio partout et puis de formation. En gros c'est arrêter d'occuper les agriculteurs à faire d'administratif pour transférer ce temps qui est inutile, hein, pour transférer ce temps vers de la formation, l'augmentation des compétences pour arriver à faire de l'agriculture plus respectable. Avec moins d'impact, etc., pour ensuite y arriver, en fait, en gros. Voilà. Parce que c'est facile de critiquer, mais quand il s'agit de poser des solutions, c'est plus compliqué. Hein. Et donc, il y a des gens, ils sont spécialisés dans la critique, mais si vous leur demandez de résoudre le problème, il va se cacher. Vous voyez, donc, faut comprendre pourquoi est-ce que les problèmes ne se résout pas.
et arriver à mettre tout le monde d'accord pour aller dans une direction ou une autre. Voilà. Donc forcément, de toute façon, quand on fait des tâches qui ne servent à rien pour occuper les gens, c'est jamais un enrichissement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la tendance de la France, hein, d'augmenter à outrance l'administratif, surtout notre dernier gouvernement. Bon, bah ça, c'est sans aucun doute, il y a des conséquences négatives, mais qu'il n'est même pas capable de mesurer. Il se dit, ouais, je vais les occuper, comme ça, ils m'emmerderont pas. C'est pas le bon raisonnement du tout. Ça, c'est le raisonnement de la haine, c'est le raisonnement de la... Ça amène jamais rien de bon. Mais au contraire, il faut que les futurs gouvernements suppriment tout, à maximum l'administratif, pour rediriger ce temps vers des choses beaucoup plus utiles. Voilà, pour résoudre les problèmes qu'on a actuellement, qui sont loin d'être résolus. Hein. Faire de l'agriculture qui marche bien, qui a un bon rendement, qui n'a pas de problème de parasites, etc., ou de maladies, c'est un énorme retour en arrière. Il faut travailler à la fois sur la génétique des plantes, la sélection par terroir, en plus, c'est la sélection par terroir, etc. Donc c'est beaucoup plus... Aujourd'hui, on fait du blé pour toute la France. En fait, non, normalement, il faut faire du blé pour chaque région de la France, et c'est pas la même génétique. Donc c'est plus du tout le même travail, mais là après on fait travailler nos administrations dans la recherche agricole, pour le coup, qui vont devenir fiers de leur travail, parce qu'ils vont dire bah, c'est telle variété pour telle région, tel climat, telle humidité, tel type de sol, et là vous pourrez faire du bio avec cette variété-là, ça marchera. Les patates dans cette région avec ce type de sol, c'est tel type de patate, et plutôt que celle-ci a tendance à tomber malade là-bas, et pas celle-ci, et ça change selon les régions. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à dire, bon, bah, on fait la même patate partout, parce qu'elle se vend bien, et c'est pas du tout le raisonnement à avoir, en fait. Donc, en fait, on va dans une augmentation de la complexité agricole, mais scientifique, pas administrative, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, quand vous voyez ces avions-là, c'est qu'en fait, probablement, il y a des gens qui ont envie de nous vendre des choses, mais qui sont des fausses solutions, et qui veulent s'en sortir financièrement sur leurs investissements, et qui veulent avoir leur retour à tout prix. Tous les coups sont permis pour gagner du pognon, en fait, en gros. Hein. C'est le gros inconvénient de l'argent, hein, aujourd'hui. Hein. Il n'est pas suffisamment indexé à la conscience. Et même, il en est loin. Il est indexé aux lois, mais c'est pas... les lois, elles n'arrivent pas à suivre la science, ça va trop vite, quoi. Donc, bon, en plus, elles font un peu trop de résistance, d'ailleurs. Voilà, donc en fait là je vous ai donné tous les éléments qui vous permettent de devenir un guerrier chemtrail. Voilà. Allez, au revoir.